Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec David. Merci David d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Salut Maxime, je suis enchanté. Merci en tout cas de m'avoir invité, c'est super. Alors en quelques mots, pour faire simple, je suis grenoblois à la base. J'ai actuellement 31 ans encore, pour plus longtemps. J'ai commencé, du coup, j'ai fait un parcours scolaire très classique. Je me suis arrêté très tôt dans mon parcours scolaire. Je suis pas allé très loin. Et ensuite, je suis parti à l'armée. Je suis parti à l'armée dans l'infanterie parachutiste, dans l'armée française. Et ensuite, j'ai découvert la voie de l'entrepreneuriat une fois que je suis sorti de l'armée, à quelques années près. Et maintenant, j'ai quelques sociétés de marchand de biens, plusieurs sociétés. Pourquoi? Parce que des fois, plusieurs associés, plusieurs projets. Et voilà. Et j'habite plus à Grenoble, mais j'habite sur la Côte d'Azur, où il y a un peu plus de soleil. C'est bien de l'avouer parce qu'il y a quelques semaines, du coup, j'ai eu Dorian dans le podcast et Ouais. vous pouvez retrouver l'épisode de Dorian. Et il l'avouait pas qu'à Grenoble, il n'y avait pas de soleil. Donc c'est bien de le dire et de l'avouer. Mais on aime bien quand même le mauvais temps. Quand il fait mauvais, des fois, il y a de la neige. Et du coup, quand il y a de la neige, des fois, c'est bien aussi. Et il y a la nature aussi, et il y a tous ces Ouais. aspects-là à côté de Grenoble qui sont sympas. On va revenir sur cette deuxième partie du podcast, sur toute ta partie job, activité, marchand de biens, etc., où j'ai plein de questions à te poser, évidemment. Ouais. Ça m'intéresse. Mais si on revient maintenant quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous dire qui était David quand il était dans son enfance, adolescence? Ouais, bien sûr. J'étais un enfant qui manquait extrêmement confiance en lui, Ok. timide, peureux, pour plein de raisons. Parce qu'un père très strict, beaucoup trop strict, qui n'était pas du tout en corrélation avec l'enfance de mes copains quand j'étais gamin. Et en fait, ça a créé un gros déséquilibre, ce qui faisait qu'il avait tellement une autorité forte sur moi et sur mes sœurs, et sur ma mère et tout le monde, qu'en fait, c'était compliqué de se positionner en tant qu'enfant et en tant que personne de base dans la vie. On avait toujours ce rapport un petit peu où on avait toujours peur des personnes qui... Enfin, moi, en tout cas, j'avais souvent peur, où j'étais souvent effrayé quand une personne, même des fois qui pouvait avoir mon âge, parlait plus fort que moi, parce que ça me rappelait mon père, des fois, qui criait, quoi. Voilà. Donc plutôt un gamin comme ça, très bouge-bouge, très sportif, très tôt. Et en fait, pour sortir un peu du contexte familial, je faisais beaucoup de sport. Donc très tôt, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport, tout le temps. Tous les soirs, je me suis retrouvé à faire du sport après l'école, très jeune. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, voilà, de sortir un peu de tout ça. Et dans le contexte familial de l'époque, eh bien, en fait, on avait des soucis internes de famille qui étaient très costauds. Encore une fois, j'en parle pas beaucoup, mais j'en parle là. Mhm. Et si tu veux, et en fait, eh ben, mon quotidien, ce qui se passait à l'école, eh ben, c'était beaucoup moins important. Parce que c'était pas quelque chose de vital, quoi. Par contre, tout ce qui se passait quand je rentrais à la maison le matin et le soir, bah, là, c'était quelque chose qui était bien plus important. Et du coup, bah, souvent, ma scolarité, elle a été très chaotique parce que bah, c'était pas du tout la priorité. Et j'avais pas ce rêve de gosse, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, à réfléchir, à m'imaginer des choses. Oui, je veux travailler avec les animaux, oui, je veux être prof, oui, je veux travailler dans des navettes spatiales, je sais pas. Tu t'interdisais de rêver et d'avoir un avenir peut-être meilleur que ce que tu avais actuellement?
Ouais, et ouais, c'était pas la prio. Enfin, la prio, c'était qu'est-ce qui allait se passer ce soir, Ouais, comment, gérer actuellement. comment on allait gérer les crises qu'il pouvait avoir à la maison et comment on allait, enfin voilà, comment ça allait se passer. Donc voilà. Et en fait, jusqu'à très tard, on va peut-être en revenir sur tout à l'heure, mais en tout cas, jusqu'à très tard, eh bien, je me suis retrouvé un peu, je sais pas du tout ce que je peux faire, je connais pas du tout mes valeurs. J'ai un rapport aux autres qui est très particulier, j'ai du mal, enfin j'ai du mal à faire des amis, c'est un peu faux, mais je rentre pas trop dans l'amitié parce que je sais que ça peut, parce que tout peut partir en live et c'est assez particulier. Ouais. Ouais, une enfance assez particulière. Ouais. T'en es sorti comment de ça? On va revenir après sur toutes les étapes de ton adolescence, etc. Mais comment t'en es sorti de de ce moment-là, de ce qui t'a emprisonné un petit peu quand t'étais jeune? C'est une bonne question. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs groupes d'amis quand même, tout au long de ma vie en réalité. Et c'est ce qui fait que je pense que ça m'a appris à découvrir plein de choses et qu'il y avait des choses aussi qui, et sans parler d'entrepreneuriat du tout, hein, juste, bah, en fait que on peut juste être heureux dans sa vie, on peut juste découvrir autre chose, on peut juste trouver une femme ou même avant ça, mais une copine qui n'a pas grandi dans le même contexte familial que toi. Ou, tu peux juste avoir des potes qui ont une enfance un peu plus normale et en fait et ça je savais pas. Je pensais que tout le monde avait la même enfance que moi et encore une fois, on en reparlera tout à l'heure peut-être, j'ai été à l'étranger en mission extérieure avec l'armée, j'ai une enfance dorée, hein, Par voilà. rapport à certaines vies, Donc, etc. On souvent relativise je beaucoup, remets en j'imagine. perspective parce que c'est Ouais. très important, mais ça reste que quand même, ben, ça crée un petit peu des déséquilibres et quand tu fais face aux choses de la vie et puis, la vie c'est dur en réalité et bien en fait des fois tu as pas toutes les armes de base et quand tu pars d'un petit peu plus loin et ben tu dis: «Waouh, ça va être tellement dur» et le fait de et en fait c'est les rencontres qui m'ont dit que tout était possible et d'ailleurs j'ai un message dans la vie, Mm. c'est que moi je veux vraiment aider, j'ai vraiment un rêve, c'est d'aider, les gosses qui croient pas en eux, à que tout est possible dans la vie. Moi, c'est le message parce que si j'avais eu un espèce de mentor, mais à l'époque, il y avait pas les réseaux, il y avait pas tout Mm. ça, donc c'était beaucoup C'était plus plus difficile, compliqué ouais. et en fait, ben, j'aurais tellement aimé, suivre un mec, tu vois, qui avait 18 ans quand j'en avais 10 et qui me dise, «Mais en fait mec, vas-y fonce, fonce mec, il y a tu c'est pas toute ta vie ça» et voilà et moi, j'aimerais vraiment un jour aider plein de jeunes, tu vois? Plein de jeunes, mais un truc associatif, je sais pas Ouais. et voilà. Ok, mais c'est une belle mission déjà que tu nous as partagée. Tu voulais faire quoi comme métier, même si tu te permettais pas forcément de rêver, mais tu avais quoi comme métier en tête à ce moment-là, quand tu es dans ta période plutôt lycée? C'est à ce moment-là qu'on essaye de chercher un boulot, quoi. Ouais, alors plutôt que ça, mon grand-père du côté de ma mère est agriculteur. J'étais très, très proche de mon papy et en fait, je voulais reprendre la ferme pendant Ok, très tôt, enfin jusqu'à assez tard, je voulais reprendre la ferme, parce que c'était pour moi, c'était des vraies valeurs, je reprenais la suite et ensuite, j'avais plus trop envie de ça. Je voulais être archi, et puis les études, elles m'ont vite dit: «Non mec, tu seras pas archi». J'étais quand même allé aux portes ouvertes, de l'école d'architecture et ensuite je suis rentré à l'armée. Je suis rentré à l'armée jusqu'à à partir de 15 ans, je pense que je voulais rentrer à l'armée. t'y rentres par dépit ou t'y rentres par conviction? J'y rentre par conviction parce que enfin, j'y rentre parce que j'avais envie d'y rentrer, mais notamment parce que mon père m'a toujours dit que je pouvais pas y rentrer et en fait, je pense que Tu t'es en fait, construit il par m'en a rapport à parlé, il ça. m'a dit que j'étais pas assez fort, que j'avais une enfance trop simple, et ainsi de suite et en fait, si tu veux, il m'a dit que j'arriverais jamais à faire l'armée, à rentrer chez les parachutistes et inconsciemment, je me suis dit: «Ben, écoute, bah, je vais te le prouver» et petit à petit, bah, en fait, j'en avais vraiment envie au final, au bout d'un moment. Ok, et du coup, cette période-là à l'armée, elle dure combien de temps? 5 ans. Ok, et comment ça se passe? Pourquoi tu pars au bout de 5 ans? Alors que souvent, quand on rentre à l'armée, je sais qu'il y a des avantages assez importants au niveau de la retraite, etc. On y reste jusqu'au bout. Ouais, alors beaucoup moins maintenant. Ouais, Parce que maintenant, l'armée, a plutôt un modèle où il veut de la chair fraîche régulière ok, et en fait, ils veulent pas trop garder les personnes parce qu'une retraite, ça coûte cher ouais, c'est ça. et en fait, si tu veux, ben, ils préfèrent former des personnes qui coûtent cher aussi, mais ils préfèrent former des personnes et avoir toujours des nouvelles personnes moins compétentes que les anciens parce que si ça fait 15 ans que tu es à l'armée, tu es quand même malgré tout plus compétent, pardon, qu'une personne qui est à l'armée depuis 2 ans. Mais si tu veux, voilà, donc ils sont plutôt dans cet état d'esprit-là et on signe des contrats à l'armée, donc tu peux vraiment choisir à la fin de ton contrat, moi j'avais un contrat de 5 ans, de re-signer ou non Ok, et moi j'ai décidé de partir de l'armée. Hem, l'armée, où j'étais dans le régiment, c'est le meilleur régiment français, je pense, de l'armée conventionnelle, mais au-dessus ou différemment, il y a les forces spéciales ou les voilà, tu es dans un autre cercle, tu fais quelque chose de différent et moi mon rêve, c'était de partir, qu'on me donne la chance d'accéder au test d'entrée pour entrer chez les forces spéciales et en fait, vu que j'avais de base, mon régiment nous bloquait les portes pour pouvoir, ben, juste, aller ailleurs
parce qu'en fait, ils nous avaient formés. Ouais. Et moi, j'avais une spécialité qui était particulière. Donc, si je partais, eh ben, non, ça allait faire un trou dans le groupe. Comment on allait récupérer Ok. un mec comme toi? Parce que c'est pas évident en réalité. Mm. Donc, en fait, ils me disaient, non, David, tu restes avec nous et tu fais pas tes tests. Et au fil des années, ben, moi, j'étais prêt, puis j'étais vraiment prêt pour ça. Et je préférais les missions euh, euh, que font les forces spéciales plutôt que les missions de l'armée conventionnelle. Parce que moi, je suis moins bourrin, je suis plus réfléchi quand même, je veux faire du travail fin, je veux faire un peu un travail chirurgical et puis Ouais. faire ce que j'ai à faire et puis c'est fini. Et si tu veux, et voilà. Et en fait, au fil des années, je me suis dit, bah, écoute, mec, tu vas pas dire ce que je dois faire de ma vie et puis voilà. C'est quoi le déclic qui te fait partir? Ce qui me fait partir, fin de contrat, première Ouais. chose. À l'époque, j'avais une autre chérie, enfin j'avais une chérie à l'époque, et en fait elle m'a dit écoute, parce que j'avais l'opportunité quand même avec une passerelle de rentrer chez les forces spéciales via un contact que j'avais là-bas qui était bien Ok. placé, voilà. Il m'a dit écoute David, si c'est que ça, moi je te fais rentrer, je te fais faire tes tests en fait, tu vois, Mm. parce qu'il avait le bras très long et puis des fois tu as des postes comme ça inter-régiments qui ont la possibilité d'aller chercher des mecs et voilà, c'est plus simple. Mm. Et je lui ai dit, écoute, franchement, je sais même plus si j'ai envie. J'étais à 4 ans et demi de service, je sais même plus. Et à côté, j'avais ma copine qui disait, écoute, vas-y, il n'y a aucun problème. C'est juste que tu logeras à Bayonne, on sera à Bayonne. Je sais pas si Mm. je te suivrai en revanche, parce que moi, j'ai tout ce qu'il faut ici. Mm. Mais ça reste que, vas-y, c'est ton rêve, vas-y. Et en fait, voilà, je me suis posé des vraies questions et j'ai dû prendre un cahier, tracer un trait au milieu, dire les pour et les Avantage, contre, ouais, avantages, inconvénient. inconvénients. Et puis voilà. Il y avait plus d'inconvénients que d'avantages, Et donc ouais. tu as pris cette solution-là. Ça fait tant de temps que tu vois, que tu essaies ou qu'on te met des bâtons dans les roues, ben après tu perds un peu de motivation aussi. Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, peut-être un peu de regret, tu vois, Ok. de pas avoir poussé quelque chose à fond comme ça et surtout quelque chose d'élitiste en réalité que j'aurais pu rêver quand j'étais gamin. Mais ça reste que maintenant, je m'épanouis grandement dans ce que je fais. Dans ce que tu fais exactement. C'est quoi ton rapport avec l'argent quand tu es dans cette période-là, juste avant l'armée ou à l'armée? C'est une très bonne question. J'ai toujours été, enfin toujours, avant ça, avant ces dernières années, mais un très gros dépensier où j'avais j'avais aucune connaissance sur la gestion de l'argent. Ma mère a toujours très bien géré son argent, heureusement, mais moi, pas du tout, quoi. J'étais plus le modèle de mon père où dès que j'ai 2000 balles, je dépense 2200 balles, quoi. Ou si c'est pas 3000, un délire. Et du coup, j'étais tout le temps à découvert. Milieu du mois, bah, j'étais à moins 1500 euros sur le compte, mais un truc de fou, tu vois. Et en fait, je savais pas ce qui se passait. J'appelais ma mère le 15 du mois, je dis maman, je comprends pas, je sais même pas où je dépense mon argent en fait. Elle m'a dit bah c'est simple, on va regarder tous les deux. Ouais. Prends ton relevé de compte. Ah oui, finalement, une bouteille en boîte de nuit, 400 euros. Ah d'accord, j'ai acheté une veste en cuir à 350 euros. Ouais. Voilà, des trucs pourris. Mais j'ai acheté des grosses voitures quand j'avais 20 ans, j'avais des grosses bagnoles, on était à l'armée, on n'avait pas grand chose à payer d'ailleurs. Ouais. Et en fait, je dépensais beaucoup, trop facilement, sur des choses matérielles qui te font plaisir sur le moment présent, mais tu as un gros pic de dopamine de suite, mais ensuite, après, tu as oublié que tu avais ta veste en cuir dans le placard et en fait, tu l'utilises pas vraiment. Ouais, et t'en profites pas forcément parce que tu en as acheté déjà une nouvelle, etc. Et c'est sans cesse. Comment tu as eu, parce qu'il y a des auditeurs peut-être qui nous écoutent et qui sont dans cette situation aujourd'hui et qui se disent bah, ça pourrait être intéressant de commencer à travailler sur soi, sur sa gestion financière. Comment tu as eu le déclic déjà de mieux gérer ton argent Ouais. et comment tu le gères aujourd'hui? Le déclic, il a été lorsque je me suis intéressé aussi à l'argent et à comment mieux vivre, tout simplement. Parce qu'en fait, une personne, qu'elle gagne 2000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, même 50 000 euros par mois, si elle ne sait pas gérer son argent, elle dépensera toujours plus. Et elle va toujours avoir une dette envers le travail qu'elle fournit. Et puis elle va toujours dire, mais attends, il faut que je garde ce rythme pour avoir le même niveau de vie. Et ça peut être très stressant. Et en fait, je me suis renseigné sur pas mal de personnes, sur aussi des personnes que je prenais un peu comme mentor, qui pouvaient être des amis à moi ou pas, mais qui avaient un autre rythme de vie. Et en fait, je me disais, mais comment il fait lui pour faire ça? Et comment il fait pour avoir tant de côté? Et j'ai lu des livres aussi, beaucoup. À l'époque, j'avais jamais vraiment lu. Et en fait, je me suis mis à adorer les livres de dev perso, euh, de, des personnes, enfin des livres où je pouvais me projeter personnellement dessus, me dire, ah, mais si lui a fait ça, moi aussi. Donc voilà, beaucoup. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de savoir gérer mon argent. Ok. Et voilà. Et Comment aujourd'hui, tu le gères aujourd'hui? Ouais, c'est quoi ta
Est-ce que tu as une stratégie personnelle, etc. Moi, je sais que en premier, quand je me verse quelque chose sur mon compte perso, je vais l'investir dans une assurance vie, etc. En premier, je place mon argent et après, je vois ce qui me reste pour vivre et profiter. Je sais pas si tu as une stratégie, toi, un peu Ouais. différente ou... Alors, bien sûr, moi, c'était ça. Alors moi, après ça, j'étais salarié, du coup, Ouais, après l'armée et du coup, là, c'était pareil, je devais vivre avec, je sais pas, 600-700 € de côté, je pense, peut-être un peu plus parce que j'avais un appart. Enfin, j'étais en colocation et le reste, je mettais tout de côté et en plus, j'avais des primes de déplacement donc des fois, je mettais 1 500-2 000 € de côté par mois ouais. et que je laissais sur un compte pour pouvoir lever de l'argent avec la banque, en Donc, tu avais apport ou déjà quoi. cette mentalité-là à ce moment-là, quand tu quittes... L'armée, ouais, peut-être, 1 an et demi après. Ouais. Quand tu rentres dans ton CDI, tu t'es dit, le but, c'est C'était pour ça. d'investir dans l'immobilier, donc il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je sois Ouais, sexy auprès des banques ouais. pour pouvoir le faire. Ok, Et donc là, à là... l'extrême, Ouais, où je savais que ça pouvait potentiellement pas durer très longtemps parce ouais. qu'au bout d'un moment, ta vie, elle évolue. Maintenant, j'ai une femme, j'ai des enfants et du coup, c'est pas, si je me verse 2 000 € par mois, j'ai 1 800 € de nounou déjà. Ouais. Donc, tu vois? Et en fait, si tu veux, bah, maintenant, les calculs sont bien différents, Ouais. quand tu as une famille, quand tu fais tout ça. Mais en tout cas, bien évidemment, un de mes rôles premiers maintenant, c'est l'investissement et c'est, essayer de toujours, réfléchir à comment je peux, ben, faire plus d'argent et voilà, réfléchir à des choses. OK, ça marche. Du coup, tu finis l'armée, tu rentres en tant que, tu travailles un peu dans la montagne, tu me disais, juste avant le podcast, dans la restauration et cetera. Job un peu alimentaire où tu as forcément un déclic de dire que, bah, il y a des gens et des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent et que la manière de le faire, c'est plutôt l'immobilier et j'ai l'impression que c'est comme ça que tu viens sur l'immobilier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton premier investissement quand tu, deviens conducteur de travaux? Heu, Ouais. Comment tu y rentres et comment tu réalises ce 1er investissement-là? Alors, conducteur de travaux, c'est simple, j'étais cordiste. Cordiste, c'est les personnes qui travaillent sur les falaises. Les cordistes, il y en a de partout. Il y a des laveurs de carreaux, tu sais, dans les grosses villes, ceux qui sont à l'extérieur et qui lavent des carreaux. Et moi, j'étais surtout en falaise, je fourrais des falaises pour mettre des gros filets. C'est des filets anti-sous-marins pour la plupart, qui sont contre les falaises pour éviter que les pierres tombent, tu sais, quand tu vas en OK, montagne. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, en intérim. Et ensuite, on m'a proposé une embauche, en CDI. Que j'ai accepté et puis très peu de temps après, je sentais le truc arriver. On a ouvert un poste de conducteur de travaux, un deuxième et du coup, on m'a proposé la place. Donc j'étais conducteur de travaux pour les cordistes. OK. Donc voilà et c'était bien évidemment dans l'idée d'investir et d'avoir une stabilité, financière et professionnelle et il se trouve que, ben, forcément, je m'intéressais à l'immobilier. J'habitais sur Grenoble, une ville qui était plutôt, intéressante pour du rendement locatif. Voilà, j'ai visité, j'ai trouvé un bien et j'ai acheté, en Tu gros, peux c'est nous ça. raconter ce premier bien ou pas? Combien à peu près tu le négocies? Combien tu arrives à l'acheter? Ouais, Combien tu le loues? Quel rendement tu as? ouais. Souvent, on a cette perspective-là sur la première opération. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont dans ce truc-là, de vouloir faire une opportunité dingue, de trouver la pépite dès le début, et ça peut freiner. Comment tu as réalisé, toi, ton premier achat? Alors, j'en ai fait 2, 2 qui étaient, Coup sur coup? rapprochés. Ouais, Heu et si tu veux, c'était 2 identiques, 85-90 carrés pour les 2. ok. L'idée, c'était de faire, des logements, à la base, c'était de la colocation que je voulais faire dans Ouais, les 2 logements avec 4 chambres. ok. 4 chambres, une petite cuisine, un petit salon et plutôt bien aménagé. Du coup, j'achète 2 appartements quasiment identiques à des endroits un peu différents de Grenoble. Et les appartements, je les ai tous les 2 négociés. Pour un appartement, je l'ai acheté 105 000 €. Il était, je crois, 120, quelque chose comme ça. Même peut-être un peu plus. Peut-être, je Mm, sais même pas si c'était pas 140, mais j'ai un doute. mm. Ça fait un petit moment. Et c'était, voilà, c'était une succession. Et j'ai pris les personnes un petit peu par les sentiments. Et j'ai dit que je viendrais avec, que c'est pour acheter avec ma conjointe et qu'on veut s'installer pour notre résidence principale. Et bon, au fil de la négociation, ils me disent: «Mais votre conjointe, elle vient jamais visiter l'appartement?» «Non, elle vient pas, mais elle me fait confiance». Du coup, j'ai acheté l'appartement. Ma conjointe, bien évidemment, je n'avais pas à l'époque. Elle n'est jamais venue dans l'appartement, du coup. J'ai acheté l'appartement, 105 000 €. Celui-là, je l'ai revendu, du coup, j'ai les chiffres un peu en tête. 105 000 €. Je devais arriver à 115 000 € avec les frais de notaire. Ouais, J'ai fait un crédit à 169 000 €. Donc, travaux. À l'époque, la gestion des travaux, c'était pas trop ça. Donc, on me faisait un devis, je disais: «OK». Oh non, j'en faisais passer plusieurs personnes, mais je ouais. connaissais un peu moins le coût le prix des travaux. 169 000 €. J'ai fait un emprunt, complet à 110%. Et voilà, et il tournait très bien. Je faisais, entre 2 000 et 2 400 par mois, je pense, Ok. de revenus en Airbnb.
En Airbnb, OK, Ouais, oui, donc tu parce que voulais de base le mettre en colocation et ouais, tu t'es dit le Airbnb, ouais, marchait est mieux dans ce porteur, secteur. OK. Ouais, dans ce secteur, il marchait mieux en réalité et du coup, je passe en Airbnb au bout d'un an peut-être. Ouais, et la gestion au quotidien d'un projet comme ça en Airbnb, c'était compliqué? Tu déléguais tout, le ménage, la gestion des arrivées départs, comment ça se passait au Ouais, début? j'ai toujours trouvé une femme de ménage, qui est une femme de ménage plus plus, OK, qui faisait le ménage, pas les entrées, j'ai toujours une boîte à clés, ouais, automatique. ouais, automatique, et du coup, elle faisait le ménage, elle faisait la lessive et voilà, en fait, c'est tout et elle me remontait et elle était est très disponible. Ça veut dire que, ben, elle peut voilà, pas trop de problèmes avec la femme de ménage, en règle générale. OK. Donc voilà, donc en fait, donc c'était plutôt intéressant. Bah, c'est une belle première opération pour se lancer dans l'immobilier, enfin, une double opération, pour se lancer dans l'investissement locatif. Ouais, Tu après ou pas? Est-ce que tu continues sur l'investissement locatif ou tu passes directement sur le marchand? je fais un projet qui est similaire, OK, donc celui dont je t'ai parlé et ensuite je passe sur, l'achat-revente direct. OK, ça marche. Je passe sur l'achat-revente pour la simple et bonne raison que, surendetté, enfin pour ce que je gagnais à l'époque et du coup, ben, Dorian me propose on en avait parlé un petit peu, ouais, je passerais bien marchand. Moi, je dis: «Bah, moi aussi» et il me propose un bien. Il m'a dit: «Écoute, je viens d'étudier un immeuble là, il y a beaucoup de travaux, c'est trop gros, 600 000 €, je peux pas le faire tout seul. Est-ce qu'on le ferait pas en marchand?» Et je dis: «Bah, allez, let's go» et on s'est lancé comme ça. Du coup, ouais, j'ai fait 2 projets en locatif. OK, ça marche et du coup, bah, cette transition est toute venue pour ton activité aujourd'hui, sur le marchand de biens. Donc tu découvres Dorian, donc je crois que c'est sur un apéro IMO, si je me trompe pas, non? Ou c'est un truc comme Ouais, ça? ça doit être ça. Vous vous rencontrez, en tout cas, c'est ce qu'il a dit sur le podcast précédent, si j'ai bien tout retenu. Ça doit être ça, ouais. Vous vous rencontrez sur un apéro IMO, vous décidez de vous associer et comment vous réalisez ce premier projet? C'est quoi le typologie de cette première opération? Alors, on se rencontre à un apéro IMO, on a plutôt bien accroché, parce qu'il habite, vraiment enfin, on aurait pu se croiser, on s'était certainement croisés quand on était gamin, en fait. Ouais, Et en fait, cette opération, c'était, un bâtiment 400 carrés, une maison de 400 carrés. Et il y avait, en fait, 2 appartements. C'était une même famille qui habitait, sur 2 étages différents. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé, cette maison en 6 lots, en 6 appartements. On a fait, des caves, on a fait des garages, des places de parking. On a fait quelque chose de très joli pour le secteur. On a revendu ça, on a fait, il y avait 50 ou 60 de précomm, si c'est pas plus, et du coup, en fait, on a réussi à se faire financer ce bien-là par des investisseurs uniquement. Les banques ne voulaient pas entendre parler de nous à l'époque et il se trouve que, voilà, on a fait l'opération. En 10 mois, c'était réglé. 10 mois, tout revendu entre l'achat et la revente. c'est beau, hein? Ouais, Avec des travaux, quand il y a des travaux, arriver à être, assez aussi rapide, aussi efficace, c'est assez impressionnant. ouais, surtout que le projet a été, costaud en Ouais. réalité parce qu'on a tout fait, quoi. À part, on n'a pas touché la charpente, ou une partie, même pas, je crois. Mmh. On n'a pas touché les porteurs, on n'a pas touché la charpente, non, on n'a pas touché la charpente. Faut surtout pas le dire ça. Et du coup, on a fait qu'une partie du second œuvre. Ouais. Et on a revendu, du coup, on a fait un peu de travaux, ouais. Pour le déclaratif, c'est bien. OK et comment vous avez géré, cette opération à 2, l'association, comment ça s'est passé? Tous les deux, l'association, Ouais, ça s'est très bien passé. Comment ça s'est passé? En fait, on n'a pas trop défini de rôle en réalité. On OK. bossait un peu tous les deux sur le projet. Alors des fois, on aurait pu être plus stratégique au niveau des tâches pour passer le moins de temps possible dessus. Mais en fait, je pense que ça nous faisait aussi kiffer de passer ce temps-là tous les deux et de travailler des fois sur les mêmes tâches tous les deux et voilà. Mais, Travailler ensemble déjà, même sur un premier projet, ça te permet de se découvrir aussi. ouais, C'est pas forcément, j'en parlais avec Adrien, du coup, mon associé en marchand de biens, on trouve qu'en ce moment, on est trop ensemble sur certains projets, mais c'est bien parce que ça nous permet vraiment d'aller au bout de chaque sujet et une fois que les process seront mis en place, potentiellement, ça vaut le coup de, se dédoubler et de gagner du temps et de la productivité. ouais. Mais finalement, au début, c'est bien parce qu'on voit comment l'autre travaille, on progresse aussi, nous, sur comment nous, on peut travailler pour optimiser tout ça. Et je trouve que c'est pas mal de le voir comme ça dans un premier temps Ouais, et après de se déléguer, du temps sur ça. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est plus intéressant, c'est vrai, au bout d'un moment d'avoir des tâches, bien définies. Ouais, Parce qu'en fait, toi, tu es meilleur dans un domaine et et lui meilleur dans heu l'autre, ouais. et ton associé meilleur dans l'autre. Et en fait, si tu veux, et Dorian, c'est pareil, hein. Dorian, il est meilleur que moi dans un domaine et moi dans l'autre. Et c'est dommage voilà, De réaliser les mêmes tâches et de finalement faire on les mêmes avance moins choses. vite, ouais. Ouais, Et comment vous gérez aujourd'hui votre association? Comment ça se passe? Parce que du coup, donc tu as déménagé, ouais. tu l'as dit au préambule du podcast, tu as déménagé aujourd'hui à Cannes, Dorian est à côté, de Grenoble à Voiron. Comment vous gérez un petit peu, votre association? Alors, on a, une société en commun. Ouais. Et ensuite, on a chacun notre boîte de marchand. Mmh. Et on est encore associé par-dessus avec une autre boîte. On vient de s'associer avec une autre personne qui s'appelle Cyril pour un autre projet. Et en fait, c'est plutôt simple. On fait tourner chacun nos boîtes.
perso. Et ensuite, on a nos projets ensemble. Ok. Comment ça fonctionne? Toute l'année, on cherche des projets. Toute l'année, la priorité numéro 1, c'est de faire de l'achat-revente du marchand de biens. Et en fait, à chaque fois qu'on a des projets, on se les partage généralement. Sauf quand il faut faire tourner ses boîtes. Là, lui, actuellement, il fait 2 projets parce qu'il faut que la trésor rentre aussi pour lui. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et tous les projets qui se passent en haut, euh, généralement, tous les projets qu'on trouve de notre côté, chacun de notre côté, c'est nous qui les gérons un peu plus. Ok. Par exemple, moi, là, le projet qu'on rentre à Cannes, c'est moi qui vais le gérer quasiment entièrement, le projet. Sauf que je vais le solliciter et puis lui dire ce qu'il en pense, et bien évidemment, parce Bien qu'il sûr. sera au projet. On a un projet tous les deux aussi actuellement en Savoie, c'est un gros projet. Là, on est tous les deux dessus parce que Ouais. là, c'est assez costaud. Voilà. Oui, en fait, vous vous arrangez en fonction du temps qui a passé sur l'opération Ouais. et finalement la localisation de chacun. C'est sûr que c'est pas toi qui vas aller faire toutes les visites là-bas sur Grenoble et Ouais. lui, il va pas venir non plus sur Cannes pour ouvrir au géomètre ou ouvrir l'archi. C'est pas le but non plus, quoi. C'est de vous gérer par rapport aussi à votre temps. Ouais, exactement. Actuellement, là, on a 2 projets où on vend des terrains et on vend des maisons, tout ça. Et là, c'est lui qui est plus en contact avec les agences et c'est lui qui est plus dessus, quoi. Parce que Ouais. moi, j'ai aucun intérêt à passer. Enfin, voilà. C'est clair. C'est lui même l'interlocuteur principal de chaque chose. C'est important qu'il n'y en ait qu'il y ait qu'un interlocuteur principal sur chaque opération, l'autre étant copie des mails, voilà, mais c'est bien qu'il n'y ait qu'un seul, même pour l'ensemble des parties, parce que marchand de biens, on gère tellement de choses. Ouais. On gère le géomètre, on gère l'agent immobilier, on gère le notaire, on gère des fois le genou seeker, on gère les acquéreurs, les vendeurs, et c'est bien qu'il n'y ait qu'une personne qui représente l'opération Ouais. et qui soit au centre de tout. Ouais. Ça fait un intermédiaire de moins, une friction de Ouais. moins, et des fois, c'est beaucoup plus rapide pour gérer les projets, et ça, c'est un vrai conseil. T'en es où, toi, au niveau marchand de biens? Combien d'opérations vous avez effectuées et qu'est-ce que vous avez dans le pipe? Quel type d'opération vous Ouais. faites? Alors, marche en main depuis 3 ans. Ouais, Première année, c'était une grosse année parce que il y a 3 projets qui ont été terminés. ok, Donc il y a ce projet Lapinia, Silo, oui, qui est un projet qui a bien marché. Compliqué, mais que ça a bien marché. Maintenant, il y a des projets qui peuvent se faire plus simplement et on marche autant. ouais, En même temps, je fais un projet plein centre-ville de Grenoble où c'était un petit plateau tout pourri et je fais 2 appartements. 135 000 € prix de revient, 203 prix de sortie. ok, Donc ça a bien marché. Et ensuite, une maison que je fais, pareil, j'achète une maison de 100 mètres carrés, je récupère un sous-sol de 100 mètres carrés, j'ai acheté 100 mètres carrés en fait habitables et je revends 200 mètres carrés habitables et très beau avec de belles prestations. Voilà la première année. Et ensuite, je descends sur la Côte d'Azur. Actuellement, j'ai 2 projets que je fais, un à Mougins et un au Rouret avec un autre associé. ok, Voilà, c'est en cours de revente d'ailleurs. Avec Dorian, on a des projets du coup du côté de Grenoble où on achète des terrains à bâtir avec des maisons et on fait de la division parcellaire. ouais. En fait, on a un peu tout fait, enfin tout fait, sans prétention, mais en fait, on n'est pas focalisé sur. Il y en a qui font que de la découpe, que Ouais, de la qui sont division parcellaire. spécialisés dans un Et, domaine, et vous. c'est une bonne idée en Mm. réalité de faire la même chose parce que moi on est excellent. Et en fait, nous, on prend les projets qu'on peut prendre et puis en fait, on avance comme ça. Et finalement, ça nous plaît, tu vois. Ouais. Là, il y a un projet à Cannes où c'est un appartement qu'on va faire du haut de gamme. On va faire même du luxe en réalité. Euh, mais en contrepartie, là, on a un projet aussi où on fait un immeuble de 600 mètres carrés. Et pareil, qui sera prestation assez haut de gamme, mais dans un autre secteur et complètement différent. Ce sera en Vire. Tu vois ce que c'est, la Vire? Ouais, Vire, moi je vois bien ce que c'est. Après, les auditeurs, je pense pas, mais tu peux l'expliquer, vas-y, hein. Ouais, en fait, C'est la VFA enfin, dans l'ancien, en gros. ouais, C'est pour faire vente très très d'immeubles simple. rénovés. Ouais. Et en fait, pour faire simple, on remet un bâti à l'état quasi neuf. Donc c'est pas de la promotion, c'est pas du neuf. Et on va pouvoir vendre le projet avant qu'il soit sorti de terre, avant qu'il ait commencé même, et on va pouvoir récupérer des fonds. On va pouvoir vraiment prendre de l'argent, quoi. On va voir. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'avancer du coup dans le projet et de se faire financer le reste des travaux. En revanche, ça demande beaucoup d'assurance, ça demande pas mal de choses et un certain budget aussi pour monter ce type de dossier. Voilà. Ok. Et sur ça, c'est quoi? C'est 95% que tu récupères à la signature?
Ouais, de l'acte authentique et les 5 derniers pourcents, tu les as à la remise des clés finales. ouais, exactement. Et donc, en gros, entre le moment de l'acte authentique et la remise des clés finales, là, tu fais tes travaux, Ouais, mais tes travaux sont payés par tes acquéreurs en très très grande partie, qui est dans le prix du bien globalement. exactement. Voilà, ou tu as ta marge directement. Ok, donc c'est hyper intéressant parce que tu n'avances pas forcément de trésorerie. Par contre, j'imagine qu'à la commercialisation, ça doit être un peu plus difficile à projeter, etc. Tu fais des plans 3D, tu fais Ouais, des archis. ouais. Alors, archi, perspectiviste, c'est la Ouais, personne qui va être fort dans la visualisation, mhm, tu vois. Ça, on précommercialise une grosse partie de nos projets. ok, C'est-à-dire qu'on vend, avant d'avoir acheté, souvent une grosse partie de nos projets. On les met en vente en tout cas. Et là, c'est un peu plus poussé. C'est-à-dire que c'est vraiment des photos très très belles, comme les plaquettes de promotion qu'on peut voir, tu sais, où on se projette vraiment avec une intégration dans le paysage, tout ça. Donc ouais, c'est un budget supplémentaire parce que on fait pas appel au même profil, aux mêmes personnes pour travailler sur le dossier. tu as un cahier des charges que tu dois respecter. Comment ça se passe par rapport aux travaux? Tu dis Voilà. exactement ce qui va être fait? Ouais. Ok, Il y a une notice descriptive qui est très poussée, ouais, mais qui est un peu succincte aussi. ok, Parce que si on dit qu'on va mettre ce type de robinet dans cette salle de bain, de telle marque, de telle couleur, de telle taille, bah, si t'as pas exactement la même chose, et ben on va venir te voir pour dire oh là là, ça coûte de ouais. mettre. Bah, du coup, faut faire la peinture aussi parce que. Tu vois. Donc en fait, on est assez, c'est poussé, c'est très poussé, mais c'est quand même, il y a une marge de, voilà, c'est selon fournisseur, c'est pas mal de choses comme ça. OK, donc ça, c'est un beau projet que vous C'est faites un très aussi, beau projet. en Vire. Comment ça se passe d'un point de vue financement? Comment vous gérez cette partie-là? Moi, je sais que je fais des obligations avec des investisseurs privés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions. Il y a du crowdfunding, il y a les banques, il y a des investisseurs privés. Comment vous gérez, vous, de votre côté? Pour ce projet-là, on nous demande un pourcentage de précom. Ouais, Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une partie des lots qui soit réservée. Euh, voilà. Donc on nous demande 50%. OK, Donc ça veut dire que, pour faire simple, c'est 50% du prix de vente. exactement. Donc c'est Chiffre costaud. d'affaires. Ouais, pour info, on revend le projet 2 millions, 2 millions 100. Du coup, il faut 1 million, 1 million 50 de précom. Voilà. Et en fait, si tu veux, donc il faut déjà qu'on ait pré-commercialisé une grosse partie. Et à ce moment-là, eh ben, on va se tourner vers des banques. Ouais, Voilà, qu'on travaille déjà avec. Et une partie investisseur, certainement, pour la partie apport. OK, ça marche. Donc vous allez On le va faire nous dans demander un apport, certainement, de 20%, dans les 2 sens. 25%. Ouais. Ouais, OK. Hem, il y a aussi une partie que tu as développée depuis, quelque temps, depuis, un peu plus d'1 an maintenant, sur l'aspect formation, réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton accompagnement? Ouais. Alors, c'est plus qu'une formation, c'est un accompagnement. Ouais, c'est ça. La distinction, elle est simple, hein. Ça veut dire qu'une formation, c'est généralement un support, souvent vidéo, ou ça peut être des livres, hein, et en fait, on va scoltiner la formation qui va être potentiellement très intéressante, mais voilà. Et là, l'accompagnement, ben, à côté de ça, tu as des personnes, notamment moi, bah, qui est là pour pousser, faire avancer le projet et suivre dans le processus. Donc ouais, ça fait 1 an que j'ai sorti cet accompagnement et je suis très content. Bon, ça marche bien? Ouais, ouais, ça va bien. Il y a des très bons résultats. C'est le principal, hein. C'est ce qui m'intéresse et c'est ce dont aussi j'avais un petit peu peur parce qu'on est quand même on est quand même sur de l'immobilier. On est quand même, on peut faire de l'argent. Tu le sais très bien avec le marchand de biens. C'est avéré, c'est sûr. En revanche, jamais de la vie, je dirais que c'est simple. Jamais de la vie, je dirais qu'on gratte quelque chose et puis boum, il y a 100 000 euros qui sort. Mmh. Tu vois, parce que ça demande beaucoup de choses. Et, pardon, Non, non, vas-y, c'est même très compliqué, j'allais dire, parce que par rapport à l'investissement locatif, tu vois, perdre de l'argent en investissement locatif, c'est difficile quand même. Il faut vraiment, vraiment faire une mauvaise affaire, mal acheter. On peut l'amortir pendant 15 ans le bien. Donc, ouais, si on n'est pas trop mauvais en calcul, normalement, faire une mauvaise affaire en investissement locatif, c'est vraiment compliqué. Par contre, en marchand de biens, ouais, le nombre de personnes qui se plantent, qui font des ouais, mauvaises affaires, etc., il en existe des centaines, des milliers. Donc, il faut vraiment faire ouais. attention. Et c'est pour ça que tu dis se faire accompagner, se former dans ce milieu-là, c'est très, très important. Ouais, et il y a plein de sujets en plus. On a le sujet justement d'être sûr de la revente avant Mm. d'acheter, le sujet d'être sûr du montant des travaux, de se faire financer, le coût du financement, parce que tu le sais très bien, en marchand, ça coûte cher. Ouais, c'est Et clair. en fait, il y a beaucoup de choses. Et en fait, c'est pour ça, pouvoir accompagner des personnes là-dessus, ça demande quand même une prise un recul nécessaire qui te permet d'analyser les choses et surtout de pas bâcler tes réponses quand tu dis quelque chose, t'es sûr que c'est ça, quoi. Mm. Parce que si c'est de l'à peu près, ça peut être compliqué pour les personnes. Ouais.
Du coup, voilà, en gros, c'est un accompagnement sur 1 an. En 12 mois, la personne, elle a ce qu'il faut pour réaliser un projet d'achat-revente et dégager une plus-value. La promesse, c'est de faire entre 30 000 € de plus-value et 250. Ok. Là, c'est très simple. La raison pourquoi je dis ça, c'est en dessous de 30 000 €, en réalité, c'est rarement un projet de marchand de biens. Ouais. C'est rarement un projet fait pour l'achat-revente. Parce que généralement, bah, on marge à 20%, et puis bon, voilà, 30 000 €, c'est vraiment le minimum, je pense. Et 250 000 €, bah, c'est une des premières opérations que j'ai fait en plus-value nette. Et en fait, ben voilà, et c'est clairement possible parce que j'avais beaucoup moins d'armes et de connaissances qu'ils ont eux maintenant, et Avec surtout que j'étais pas l'accompagnement. accompagné. Ouais. Voilà, et j'ai des très beaux résultats. J'ai des personnes qui font ouais, qui font des projets. J'aurais aimé les prendre ces projets. Est-ce que tu leur proposes même de t'associer potentiellement sur ces projets-là On ou... m'a proposé, Ouais. et je dis pas non, Ouais. mais en réalité, j'aime bien que ce soit leur projet et qu'ils Ouais. se fassent kiffer. Enfin voilà, et si j'ai besoin d'être là et si j'ai envie aussi d'être là, c'est Ouais. important, parce que j'ai pas envie de partir sur un projet, j'honore pas aussi ma partie. Ça veut dire que ben moi je les accompagne, mais être associé c'est aussi différent, et Bien voilà. sûr. C'est aussi plus de temps, plus de tout ça. Et en fait, et voilà. Et si par contre c'est un projet qui m'intéresse, et pour plein de raisons, parce qu'il veut le faire avec moi, parce que il a envie d'être entouré par moi, et pour des raisons notamment financières, bah, ce serait pertinent que je sois là, Ouais. bah pourquoi pas. Ok, ça marche. Et tu peux nous parler d'un cas d'un de tes coachés qui a réussi une opération, etc. Est-ce qu'il y en a un qui est par exemple devenu marchand de biens? Est-ce que tu as un cas, un Ouais. exemple concret? J'ai beaucoup d'exemples. Ouais. Qui me rendent très fier en réalité. Parce que pour moi, c'est être un élément déclencheur. Et souvent, Ouais. ces gens-là, ils ont les armes pour, hein. Mais en fait, c'est juste des fois, bah, tu es là au bon moment. Et en fait, tu montres que c'est possible. Et peut-être qu'ils ont un surplus je sais pas, de confiance en eux. Et ils se disent, bah, allez, pourquoi pas. Et puis ça marche. Et là, moi, ça me rend trop fier. Wilfried, Mhm. banquier, Ok. depuis 10 ans, 15 ans, 10 ans, 15 ans, je crois. Ouais. Euh, donc, croyance d'un banquet, quoi. Banquet, enfin, t'es dans quelque chose qui fonctionne, et tu fais de l'argent. Il est parisien. Paris, trop cher. Paris, c'est compliqué d'acheter. En plus, 35 ans, bientôt des enfants. Enfin, voilà. Et du coup, il se dit, ben, l'achat-revente, pourquoi pas, c'est parti, je prends l'accompagnement. Il fait l'accompagnement, il trouve un projet. Bref, il a trouvé 3 projets successifs. Premier projet qu'il fait, du coup, il se décale un petit peu de Paris, trouve un projet, 155 000 € de plus-value, sur un projet à 150 000 €. Waouh. Son père est dans le bâtiment, du coup, coût de travaux réduit. Ça Ok. reste que c'est une OP de malade, Ouais, bien sûr. même s'il fait x2 en travaux. Ensuite, il se dit, bah, pourquoi s'arrêter là, c'est con. Ouais, c'est clair. Euh, Quand tu trouves des projets comme ça, t'enchaînes quand tu ouais. continues. Ensuite, il fait une opération dans le même endroit, où il fait une maison. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Je crois qu'il achète 90 et il revend le double aussi. Ok. Mais loin de Paris, là, 180. du coup, parce Beauvais. que... Ok, ouais, ouais, Beauvais. Ensuite, il va à l'Isle-Adam. Donc, ouais. c'est au nord de Paris. Enfin, l'Isle-Adam, Beauvais aussi, mais l'Isle-Adam. Et là, il fait sa RP. Pareil, une RP qu'il achète 280, je crois. Et il la revend 400. Bon, c'est sa RP. Mais en tout cas, Ouais, la projection, projet de fou. Il est plus banquier. ouais. Il est plus banquier, il travaille sur ses projets à mort, en revanche, mais l'objectif maintenant, c'est de se retirer un petit peu des chantiers et des projets. Et voilà, lui, c'est truc de fou, quoi. C'est Ouais, belle franchement réussite, hein. une grosse réussite. Ouais. Plein d'autres personnes. Simon, je l'ai mis pas mal sur mes réseaux, parce que c'est une personne vraiment comme tout le monde et comme moi notamment, au chômage. Simon, 20 000 € de côté, donc un petit peu de sécurité de côté, mais au chômage, et pareil avec pas mal de croyances limitantes, et notamment il vit à Millau. Le prix au mètre carré de Millau, c'est 1 800 € du mètre carré. Compliqué de faire du marchand dans des secteurs comme ça, hein. Même si tu achètes 800 du mètre, ben, tu fais tes travaux, c'est fini, quoi. Enfin, tu Ouais. vois. Et là, donc voilà, et lui, il arrive dans l'accompagnement avec ça, quoi, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je dis, bah écoute, on y va, quoi, on fonce, et puis il y a un truc qui va sortir. Et là, il cherche. 1 mois et demi, 2 mois après, un projet qu'il achète pas très cher, qu'il achète 90. Financement, ça a été compliqué. Il rentre avec une plateforme de crowdfunding, avec un contact que je lui ai donné. Plateforme de crowdfunding, il fait des travaux et il revend le projet avec 50 ou 60 000 € de plus-value. Génial.
C'est un beau. Et T'imagines le là, mec au il est chômage, refait, etc. il est trop motivé. La différence, elle est incroyable. On se rend plus compte et j'essaye moi vraiment de me forcer de retomber sur ces standards-là parce que y a des fois on voit un bien avec 50 000 euros de marge, on dit oh, on n'y va pas, c'est trop petit, Ouais, etc. Mais on se rend pas compte des standards qu'une personne qui est au chômage, 50 000 euros, c'est peut-être ce qu'elle va c'est gagner sur les énorme. 5 prochaines C'est années. c'est énorme. Donc c'est énormément d'argent Ouais. finalement. Et là, d'un coup, sur une opération, en se faisant kiffer, en prenant du plaisir, en apportant de la valeur, je sais pas si là il fait une division de bâti, une division parcellaire, peu importe, mais Une réno d'appart. Réno d'appart, Simple. voilà, en Enfin, apportant de la valeur sur les travaux qu'il va faire, bah, finalement, voilà, il arrive à avoir une plus-value ouais, qui va être considérable et voilà, ouais. c'est génial, c'est trop bien. Ça, c'est fou. Et mais j'ai plein d'exemples. J'ai plein Ouais. d'exemples comme ça où j'ai Andrea là qui fait 2 projets. Pareil, lui rentre. Ok, Il a déjà fait de l'achat-revente. ouais, Il a déjà fait de l'achat-revente, mais lui, il a envie de grossir, il a envie d'avoir des idées, voilà. Et du coup, bon, bah, let's go, hein. Et là, 2 projets, Marseille, ouais, plus-value, prix de revient, là, 900 ou 1 million la totalité, ok. et la plus-value nette, enfin, frais financiers déduits, 371 000 euros sur ces projets, estimation basse. Wow. Où moi je me blinde, alors on se blinde tout le temps, hein. Moi c'est pas oui ça peut se revendre si Non, jamais tu mets à ce quel prix ça canapé, s'est non non, vendu, ouais ouais, ouais. ouais, Et, et, et du coup, et ça c'est fou. ouais. Enfin, moi j'ai envie de le faire avec lui, ces projets du coup. Qu'est-ce que tu penses du marché actuel? On a un marché qui est immobilier qui est un peu compliqué. On a vécu une période de crise, là les taux se stabilisent un petit peu. Ça commence un poil à repartir, mais c'est pas non plus ouf, hein. On a une période où on enregistre aujourd'hui, c'est le 11 juin. On vient de vivre les élections européennes avec la dissolution de l'Assemblée, donc on n'amène pas sur des jours où ça va être très serein Mm. économiquement. Euh, Qu'est-ce que tu en penses du marché actuel et comment surtout toi tu t'adaptes? Ouais. Euh, Moi je pense qu'il y a plusieurs secteurs déjà. Il y a plusieurs secteurs. Euh, Sur la Côte d'Azur, on voit pas trop la différence. Ok, Et ça dépend des marchés sur la Côte d'Azur. Les marchés où il y a très peu déjà de Français qui viennent, et en plus encore moins des gens qui font un crédit, bah là, il n'y a pas trop de problèmes. Ça s'achète toujours aussi bien, quoi qu'ils peuvent être un tout petit peu plus, pas réticents, mais ça peut être un peu ils plus long. réfléchissent à 2 fois. Ouais, ok. Ouais. Et ensuite, le secteur notamment grenoblois ou dans les Alpes, et bien là, ouais, ça peut être un peu plus long pour vendre, et ça peut un peu chipoter sur quelques milliers d'euros sur la négociation. Ouais. Euh, et voilà. Et ensuite, comment je m'y prends? Moi, je pense que c'est maintenant qu'il y a des bonnes choses à acheter, il y a des bons coups à faire. Pour la simple et bonne raison que, alors, les vendeurs, ils sont pas forcément plus aptes à descendre leur prix, mais ça reste que c'était pas comme il y a 2 ans ou 3 ans où quand on voulait acheter, c'était impossible de négocier, ça s'achetait plus cher. Enfin, je sais pas si Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. tu te souviens, mais on visitait quelque chose qui était même chéro. Tu avais des marchands, tu avais tout le monde qui faisait des offres au prix, quoi. Et là, tu étais là, tu disais, bon, ok, super, Il y avait une force vendeur qui était énorme, énorme. énorme. Et ils avaient, en fait, pour un vendeur, il y avait quasiment 10 Ouais, acquéreurs. Donc, c'était les acquéreurs qui se battaient pour être sur l'offre la plus haute. ouais. Et aujourd'hui, alors, je dirais pas que la tendance est inversée où il y a un vendeur enfin, pardon, un acquéreur pour 10 vendeurs. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une force des acquéreurs qui est très très importante et dont il faut jouer. Mais du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'à chaque fois que tu mets un bien en vente, il y a forcément une négociation qui va se faire? Où là, moi, j'ai ce sentiment-là où on les met un poil au-dessus de l'estimation Mhm. parce qu'on sait qu'il y aura une négociation. Ouais, Donc après, c'est dur parce que ça paraît un peu plus haut. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est dans un marché où il y a très peu de personnes qui achètent sans négocier. ouais. Et c'est vrai que c'était pas le cas il y a 2 3 ans, ça c'est sûr. Mais oui, c'est le cas. Ouais, je Aujourd'hui, pense, c'est ouais. le cas Bah, dans en ton tout cas, ça côté. nous le fait sur nos projets, ouais. Ok, Où il y a de la négo. ça marche. Ouais. Sur le marché de Cannes et alentours, parce que toi, tu habites à Cannes, mais j'imagine que vous êtes aussi un peu sur tous les secteurs à côté que je connais pas forcément bien, mais il y a Nice, il y a Saint-Tropez, il y a d'autres villes aux alentours, Mougins, où on était sur le séminaire qu'on a Ouais. fait récemment ensemble. Sur tous ces secteurs-là, il y a une concurrence qui est énorme, j'ai l'impression. Ouais. Comment tu arrives à trouver des affaires malgré cette concurrence? Ouais, c'est pas évident. En fait, dans la petite ville où j'habite à côté de Grenoble, où il y a 20 000 habitants, en vrai, il y a une concurrence aussi énorme. Ah ouais? Ouais, en fait, t'as des promoteurs, t'as des vieux marchands, des mecs qui sont là depuis 30 ans, et Ok. ils raflent tout, quoi. Et tout ce Ouais. qui est intéressant, ils raflent, et toi, tu te prends que les petits trucs. Ouais. Et en fait, la facilité pour les agences, ben, c'est de
Ouais, et puis en plus, tu peux pas casser le plafond de verre comme ici, où des fois tu te dis, bon, si je fais un truc très beau, ça se vend plus cher, tu vois. Là, c'est non, non, Il faut acheter pas cher. faut acheter pas cher. Donc c'est pas évident aussi. Ouais. Et là, il y a quand même, il y a beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'endroits où creuser, où aller voir. Il y a énormément d'agences. À Cannes, il y a 350 agences immobilières. Ah oui. C'est énorme, tu imagines. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, Ouais. bien plus que moi, bien plus que nous. Il y a des personnes qui ils jouent avec l'argent de papa. Non, mais c'est ça, Cannes, notamment Croisette, il y a des personnes qui jouent avec 20 millions de papa, parce que papa a une entreprise qui crache de l'argent. Et en fait, toi, tu es face à ça et tu te dis, oulala, tu te dis, la première fois que je me suis présenté à une agence sur Cannes, Croisette, je dis, bah voilà, moi, je suis intéressé, je suis marchand de biens, je suis intéressé, j'aimerais me positionner sur Cannes, Croisette, boulevard de la Croisette. Elle me dit, quel est votre budget, monsieur? Je dis 1,5 million. Je dis 1,5 million, j'ai les genoux qui se touchent comme ça, je tremble, hein. Ah, c'est clair. Elle rigole, elle me dit, mais monsieur, ici à moins de 3 millions, il n'y a rien. Je sors de l'agence, je baisse Bon, la tête, tu je vas dis, bon, adapter le discours. je suis allé à l'autre agence à côté, je dis exactement la même chose. Elle me dit, c'est quoi votre budget, monsieur? Je dis 3 millions d'euros. Elle me dit, bon, ben, bon, ok, asseyez-vous. Mais ça reste que c'est compliqué, bien sûr, d'avoir des biens intéressants. Ouais. Et du coup, en fait, moi, ce que je fais dans l'accompagnement, et ce que je dis, et ce à quoi je pense, d'ailleurs, je me suis entouré d'une personne cette semaine. Ça fait une semaine qu'il y a un jeune qui s'appelle Adrien, qu'il faut que tu rencontres. Ouais. Il est Tu m'en fabuleux, as c'est un parlé, futur champion. c'est clair. Et il m'a Faut qu'on rejoint rencontre. sur la partie développement foncier, donc je suis Ouais. très content. Et en fait, comment je fais, c'est que il y a un processus qui est classique pour la vente d'un bien. Pourquoi? Parce que si ta maman, je dis ta maman parce que c'est souvent l'exemple que je donne, veut vendre sa maison, bah, généralement, elle va en parler à ses collègues de boulot, elle va en parler à ses Ouais. enfants, à son mari, forcément. Et voilà. Et donc, l'entourage, ça va faire un cercle autour où il y a déjà 10, 100 personnes, même des centaines de personnes, des fois, qui sont au courant que cette maison est intéressante. Et du coup, si c'est un bien intéressant, bah déjà, il a de grandes chances de partir, ce bien-là. Et ensuite, ben, elle va le présenter peut-être à son notaire de famille. Son notaire, bah, si c'est intéressant, bah, il va s'associer pour le faire, ou il va le présenter à un marchand, ou à son entourage, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a l'agent immobilier. Bah, tu connais, hein, les agences, elles font des marchands de biens pour 70% des directeurs d'agence. Et ensuite, avant que ça soit publié sur Le Bon Coin ou sur un site en ligne, eh bien, en fait, ton bien a été vu par des centaines, voire 1000 personnes. Ouais. Donc, en fait, tu te dis qu'il faut court-circuiter, il faut choper le bien à l'entrée, le plus possible. C'est pas Ok. évident, Ouais. mais c'est le but. Et comment tu fais, quelle stratégie tu as mis en place? Est-ce que tu fais de la prospection physique sur le terrain? Tu essaies d'aller chercher, tu vois, j'ai eu Fabio aussi dans le podcast qui, Ouais. lui, va chercher des maisons abandonnées, des Ouais. maisons qui sont inhabitées depuis un moment, etc. Enfin bref, toutes Ouais. ces typologies de biens qui peuvent être une bonne affaire. Alors, la prospection, j'en fais pas beaucoup, mais en tout cas, c'est l'objectif des prochaines semaines. Ok. Fabio, tiens-toi d'aplomb parce que j'arrive. On lui Et, enverra. et ensuite, ce que moi, c'est beaucoup le réseau agence, Ouais. où j'essaye d'être pote avec beaucoup d'agents immobiliers. Ok. Et je pense que c'est une partie de notre taf aussi, tu Ouais. vois. C'est le relationnel que tu vas créer avec Ouais, eux qui essayer va d'être faire plus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire confiance? Enfin, pourquoi ils vont te confier un bien intéressant plutôt qu'à un mec qui a potentiellement plus d'argent et plus d'expérience que toi? Ouais. Bah, c'est parce qu'il y a quelque chose. Parce que oui, ok, tu vas pas acheter le bien après la préemption au bout de 2 mois et tu vas pas sortir le bien parce que tu as ton équipe de travaux 3 mois après, mais il y a quelque chose. Et moi, je joue un peu là-dessus. Alors, je suis pas excellent hein, là-dedans. À la base, je suis plutôt. J'aime pas parler à des gens que je connais pas, mais en fait, je me fais violence et ça fait partie de mon taf. Donc voilà, j'essaie de faire ça en tout cas. Ok, ça marche. Si on fait le parallèle entre ton temps, ton quotidien, entre la formation, enfin l'accompagnement, pardon, et les réseaux sociaux, et ton temps passé sur le marchand de biens, tu dirais que c'est quoi en pourcentage le prorata entre Ouais. les deux? Ces derniers temps, ces derniers mois, ça a été beaucoup plus accompagnement. Ok, parce que tu avais Euh, beaucoup de demandes. J'avais beaucoup de demandes et surtout, en fait, on s'imagine pas le taf que c'est. Parce que ça demande un process, parce que ça demande de mettre en place des choses, ça demande de suivre des personnes aussi, parce que c'est payant l'accompagnement. Bien Du sûr. coup, faut que tu sois là, faut que tu honores tes promesses. Donc finalement, ouais, ça demande quand même pas mal d'inertie. Et avant de pouvoir déléguer certaines tâches qui n'ont pas trop d'importance pour l'accompagnement, mais toi qui te soulage bien la vie, aussi ça prend un petit peu de temps. Donc là, j'ai commencé à structurer et à processer, à déléguer certaines choses. Et en fait, ça me laisse plus de temps pour du marchand. Adrien m'a rejoint. Donc là, on a ouvert les vannes sur le marchand. Donc je dirais maintenant, ça va être
J'aimerais dire 70 marchands, 30 accompagnements, mais je pense Ouais. que ce sera du 60-40. 60 marchands et 40 accompagnements, je pense. OK, ça marche. Et comment tu gères ta vie, perso? Puisque tu dis que tu as 2 enfants et si je fais un parallèle par rapport au début de ton du podcast et ce que tu disais, j'imagine que tu as envie de leur inculquer une éducation, que tu as pas forcément eue ou quoi que ce Ouais. soit, enfin avec des valeurs, importantes. Comment tu gères ton temps entre ta vie perso et ta vie professionnelle? Ouais, alors ça, c'est pas évident parce qu'un des enfants, moi, ils sont en plus, c'est 2 enfants en bas âge, 20 OK. mois et 7 mois, Oui, donc très heu, jeune, oui. donc très jeunes. Ouais. Donc en fait, des enfants, c'est un bonheur ultime, mais c'est aussi un chaos dans ta vie, Ouais. qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça apporte une certaine forme de chaos, de déstabilisation et si tu veux, comment je fais? Ben, j'ai une femme qui est super, qui prend, son rôle de maman, très à cœur et qui fait les choses bien. Et du coup, je suis là, je passe des vrais moments avec eux, des vrais moments de qualité. En revanche, je suis moins là qu'une personne qui termine à 17h et Ouais. qui commence à et 17h sans souci, quoi. Mmh. Donc en fait, là, ce soir, on est un mardi. Mardi, je sais que, je vais rentrer, à 20h parce que j'ai toujours des visios le mardi soir, notamment avec l'accompagnement et donc je les verrai pas, ils seront bien sûr au lit. Donc en fait, voilà, c'est un peu la vie, tout le week-end dernier, j'ai travaillé. Donc il y avait, une personne qui garde les enfants tout le temps. Donc travail, ça se termine très tard, voire des fois la nuit, donc et renchaîner très tôt le matin. Donc ouais, c'est, Et parce que ta compagne, future femme du coup, ouais. elle est, aussi entrepreneuse donc vous gérez aussi, cette partie-là où elle s'occupe aussi de son activité, quoi? Ouais, exactement. Donc elle travaille, pour elle, avec sa boîte. Ça reste qu'elle a calmé aussi la cadence, hein, Ouais. parce que 2 enfants, encore une fois, hein, ça prend du temps. Et surtout quand ils sont jeunes, ben, des fois, quand tu as du temps, c'est bien de se reposer. Ouais. Parce que tu te lèves beaucoup la nuit et en fait, tu fais des nuits, des fois, qui sont très, 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 très courtes, ou plein de petites nuits courtes comme ça et en fait, ouais, donc elle a un peu calmé, mais elle travaille toujours. Elle travaille OK, toujours. ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter toi dans la partie marchand de biens, accompagnement? C'est quoi tes futurs projets, où est-ce que tu aimerais être dans quelques mois, quelques années? Hem, accompagnement, j'aimerais accompagner, pas mal de personnes, à réaliser un projet d'achat-revente et montrer que justement c'est possible de ce côté-là, d'arriver à faire quelque chose avec l'immobilier. Ça c'est quelque chose que je veux vraiment faire et surtout, notre mission numéro 1 dans l'accompagnement, c'est qu'on veut que les personnes, quand elles rentrent dans le programme, elles en aient pour, 4 fois plus que leur argent. Voilà, ça veut dire qu'elles rentrent dans le programme, elles se disent: «Non mais mec, vas-y, mets ton truc à enfin 4 fois plus cher en fait», parce que et ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ensuite, la deuxième chose, pour le marchand de biens, j'ai envie de me développer et moi j'aime bien quand même le luxe, que je ne connais pas vraiment, Mmh. mais en tout cas j'aime les choses belles et j'aime faire du beau en règle générale. Donc j'aimerais me positionner, si je pouvais me positionner sur un seul secteur qui est la croisette, que là-dessus, je le ferais je pense. OK. Avoir, 5 apparts, constamment qui tournent ou 7 apparts sur la croisette et faire de l'immobilier un art, tu vois? Il y en a qui font ça. Il y en a Avec une signature, Ouais, que vous voulez mettre en place et cetera, ouais OK, et j'aime ça bien. j'aimerais beaucoup. Ça, c'est magnifique. Mais écoute, on suivra ça en tout cas. Tu des chiffres en tête de volume que tu espères? Tu sais, il y a des marchands, moi j'espère faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, par exemple, par an, sur cette partie-là, avec l'agence immobilière à 1 000 000 d'ici 3 ans. Est-ce que tu as des chiffres vraiment en tête comme ça, ou pas forcément? Écoute, pas forcément, pas forcément. J'aimerais arriver au en revenu net, Ouais, j'aimerais atteindre les 100 K par mois. OK, Heu, j'aimerais bien, en tout ouais. cas, ce sera fait, c'est sûr. Mais je sais pas quand, donc voilà. Donc Mais en fonction d'eux, c'est pas forcément que le marchand et cetera, mais c'est voilà. C'est non, vrai c'est qu'en tout. vrai, c'est difficile de se fixer un chiffre d'affaires, par an parce que tout dépend d'une opération qui peut venir en plus et quasiment doubler ton objectif Ouais, parce qu'en plus sur les secteurs où tu es maintenant, avec Cannes, une opération peut amener beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. Et en même temps, ben, tu peux, avec une opération qui est loupée, un refus d'urbanisme ou, une pré-commercialisation qui fonctionne pas alors que tu l'avais vraiment prévu dans ton pipe de la faire cette ouais. opération-là, ben, finalement, perdre, 25 de ton chiffre d'affaires, quoi. Ouais, j'ai annoncé sur mes réseaux que cette année, je vais lancer 6 millions de chiffre d'affaires, Ouais, de projets, ce qui est énorme, ouais, que j'ai jamais fait. ce qui est Et en bien. fait, sur 2 projets là, Cannes Croisette, la revente elle est à 2 100 000.
Ouais. Et l'autre projet, on est à 2 100 000 aussi, donc ça fait déjà 4 2 millions. C'est déjà. Donc en fait, tu as raison, le chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire. C'est clair, ça peut être beaucoup plus. Ouais. Et puis en vrai, il y en a qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Je vois des grosses boîtes de promotion, notamment à Montpellier. Mais en fait, il y a 10 associés derrière, il y a une cinquantaine Ouais. de salariés. Bien sûr. Donc ils font limite moins de marge que toi, Oui. qui fait 10 fois moins de chiffre d'affaires, mais où Ouais. ta marge, et c'est ça Mais c'est comme. Ouais. qu'il faut regarder à la fin. Et c'est pour ça que tu parles de revenus nets par mois. Ouais. Et je trouve ça intéressant comme métrique à Ouais. avoir. 100 000, c'est énorme. Encore une fois, C'est clair. attention. Hein, c'est pour ça que ce ne sera pas demain, pas dans 3 ans, peut-être dans 5. Non, mais voilà, c'est énorme. Je te le Mais souhaite, en il tout cas. faut tout remettre en perspective. Mais déjà, vivre en bonne santé et avec ce qu'il faut, avec une bonne famille, c'est déjà le must. Ok, bon bah génial, écoute. Est-ce que tu aurais un conseil là pour clôturer le podcast à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui? Tu sais, c'est la fameuse question de fin. Ouais. Un conseil qui t'a à toi impacté. Je pense qu'il faut croire en soi, croire en ses rêves, et que tu peux tout faire, tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste se donner les moyens et faire toujours un peu plus que les autres. C'est pas mal, j'aime beaucoup, et par rapport à toute ton histoire, c'est aussi cohérent comme conseil. Merci David d'être venu dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Merci beaucoup déjà Maxime. Sur ma page Instagram, David-vilain. Et si tu as un petit peu aussi de podcast sur YouTube, où je montre, et d'ailleurs je vais lancer des vidéos où je montre mon quotidien sur l'achat-revente. Trop bien. Et donc voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube, et je m'appelle David Vilain, toujours pareil, le même prénom, le même nom. Ça marche, on trouvera là-bas. Ouais, Merci David. merci Maxime. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.